Euh, voilà, je vois que la lumière s'est allumée, donc l'enregistrement a commencé. Alors, merci d'être là, merci de participer à cette troisième séance. Je vous rappelle donc consacrée à l'après-Covid-19. Dès la première séance, j'ai averti que cet après-Covid-19 était une période encore à déterminer. C'est comme l'Anthropocène, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça se terminera. Et espérons que comme pour l'Anthropocène, que ça ne se termine pas mal. Alors, le premier exposé a été consacré à la pandémie en tant que telle, pour situer le contexte. Le second a été consacré à l'économie. Et le troisième, celui d'aujourd'hui, à l'environnement. Et bien entendu, dans une conception, je dirais, assez large de l'environnement, c'est-à-dire qu'il ne nous exclut pas dans une conception de la nature où l'homme serait en dehors de ce cadre. Donc l'environnement, pas non plus une perspective où l'homme, l'être humain, la race humaine, le genre humain se trouverait en dehors, l'humanité se trouverait en dehors. Non, l'environnement, c'est nous aussi. Et si nous l'ignorions, eh bien, justement, les problèmes qui se posent à nous maintenant, et en particulier cette question de l'anthropocène, nous obligent à y penser. Nous avions eu tendance à nous situer en dehors, ou alors dans un rôle tout à fait particulier par rapport à cet environnement. Et nous apercevons que, voilà, et ça va être le thème de l'exposé d'aujourd'hui, que nous sommes en plein au milieu. C'est comme la question que pose M. Deval, le fameux éthologue hollandais. Où nous situons-nous par rapport aux grands singes? Et alors, tout le monde se pose la question, et à ce moment-là, il y a une diapo, slide qui apparaît et qui nous montre que d'un point de vue génétique, nous sommes exactement au milieu du groupe et que la question n'est pas une question d'extériorité, mais que bien au contraire, que nous sommes là. Et dans la nature, nous sommes là, nous en apercevons de plus en plus. Nous étions peu nombreux, ce qui faisait que notre impact sur l'environnement en dehors de nous permettait encore de nous dire que c'était quelque chose en extériorité, qu'il y avait des ressources infinies, qu'on pourrait toujours creuser, trouver des richesses supplémentaires, que l'on pourrait toujours éliminer dans l'atmosphère, dans les rivières ou dans les mers, les déchets qui sont les nôtres, ou y déverser des quantités faramineuses d'armements que nous n'utilisons plus dans une guerre mondiale quelconque et que nous allons les déposer au fond de la mer. Qu'est-ce que j'ai vu l'autre jour? Ah oui, vous avez dû voir, ça c'est au Kamtchatka, c'est une pollution majeure du fait qu'apparemment des cuves qui contenaient un carburant pour des fusées étaient en train de perdre son liquide à l'intérieur de l'environnement. La question se pose aussi pour toutes ces armes, toutes ces munitions que nous avons déversées au fond des océans. Mais il n'y a pas que ça. Maintenant, on se pose la question des déchets nucléaires, vis-à-vis desquels nous avons toujours eu l'attitude extrêmement, confiante et dans des matins qui chantent lointains que c'est des problèmes insolubles pour nous de traiter les déchets nucléaires, mais nos descendants seront tellement plus malins que nous qu'ils trouveront un moyen de traiter ça et puis de rendre l'environnement à nouveau aimable aux gens. Vous avez peut-être vu, c'est un article que j'ai vu hier, qu'on trouve des causes de la maladie d'Alzheimer dans des particules de pollution qu'on retrouve dans le cerveau et particules dont on connaît déjà la présence parmi les enfants qui naissent maintenant parmi nous. Le plastique, qui nous serait absolument, dont on ne sait pas comment se passerait du plastique. J'y réfléchi dans ma maison. Comment conserver les choses autrement maintenant que dans du plastique. On n'a plus de garde-manger. Les garde-manger n'étaient pas à toute épreuve comme les réfrigérateurs. Donc on emballait, on emballait quand j'habitais au départ, quand j'habitais en Angleterre, on emballait toujours les fish and chips dans des morceaux de papier journal, ce qui n'était pas la solution. C'est plus facile de mettre les choses et plus propre et plus sûr de la mettre dans de la cellophane ou du cellophane, mais ce sont des choses qui se retrouvent sous forme de microparticules après, que les animaux autour de nous ingèrent et que nous aussi nous ingérons.
et que dans l'environnement naturel autour de nous, on retrouve, et ça devient un casse-tête absolu, ça se trouve absolument partout, ces microparticules sont dans l'atmosphère, elles sont dans l'eau, elles sont partout. Il y avait une très belle photo hier dans le Guardian d'une tortue de mer qui est en train de se débattre, vous avez peut-être vu ça, au milieu d'un océan de déchets plastiques. Ce sont des millions de tonnes, peut-être même des milliards de tonnes de plastique qui s'accumulent partout sur la planète. Nous n'avons pas traité le monde comme une poubelle, il apparaissait comme une poubelle naturelle, ce n'était pas une attitude, je dirais, particulièrement hostile. Je me souviens d'une image de mon enfance où je sors d'un train et je me trouve dans l'endroit où habite la sœur de mon grand-père, c'est le Pays Noir, pays autour de Charleroi, et j'ai quitté Bruxelles dans le train avec un ciel bleu et je ne comprends pas ce qui se passe. Le temps a changé, ce n'est pas le temps qui a changé, mais ce sont les usines qui crachent des monceaux de particules dans l'air. Il fait gris, même gris noir, et ce n'est pas parce que il fait mauvais, c'est parce qu'on trouve normal, encore à cette époque, c'est quoi, c'est 1950, de pomper dans l'atmosphère une quantité invraisemblable de choses en se disant que, voilà, que c'est comme si on le jetait nulle part. Nous avons découvert que ce n'est pas le cas. Nous voyons les choses qui changent autour de nous. Vous avez dû voir, c'était au moment de l'été australien. L'été australien, c'est notre hiver à nous. Vous avez pu voir ces cartes de l'Australie où, à partir de 40 degrés, la carte était dans un rouge grenat foncé. Et cette carte de l'Australie, entièrement rouge grenat foncé, c'est-à-dire des températures qui, à certains endroits, ne tombent plus en dessous des 40 degrés la nuit. Or, vous le savez, ou si vous ne le savez pas, mais les mammifères en général, nous avons un problème. Nous n'arrivons plus à nous autoréguler pour la température au-dessus de 40 degrés. Donc, s'il fait 40 degrés dans la journée, il faut au moins pour nous que la température puisse tomber en dessous de 40 degrés pendant une partie de la journée. Donc, quand ce n'est plus le cas, il n'y a qu'une autre solution, bien entendu, c'est la climatisation. La climatisation, d'abord, c'est cher et tout le monde n'y a pas accès, en particulier les gens qui dorment dans les rues. Et c'est bien entendu une source aussi qui pompe de l'énergie de manière considérable. C'est-à-dire qu'il faudra produire plus d'électricité pour plus de climatisation, c'est-à-dire aggraver encore le problème, utiliser encore davantage des ressources fossiles comme le charbon ou le pétrole. Le problème ne s'arrange pas, au contraire, il s'aggrave, c'est-à-dire qu'on est dans ce qu'on appelle une rétroaction positive. Et là, le mot positif ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Une rétroaction négative, un feedback négatif, c'est quand il y a un effet d'amortissement. C'est quand un effet se lance et puis il y aura un amortissement nécessaire, automatique, et les choses vont rentrer dans l'ordre. Une rétroaction positive, c'est quand les choses se renforcent. Et par exemple, voilà, un bon exemple de rétroaction positive, c'est l'agonie, c'est la mort qui vient petit à petit, où les choses s'emballent, où une détérioration ici en entraîne une autre ailleurs, et où le processus, bien sûr, s'emballe jusqu'au point où il devient irréversible. Alors, nous devons penser de plus en plus à des rétroactions positives. Quand on voit cette carte de l'Australie, on se dit que ça ne va pas pouvoir durer 10 ans comme ça. Au bout de 2 ans, 3 ans, le problème va se poser. Les problèmes des canicules qui deviennent de plus en plus nombreux chez nous, dans un cadre de pandémie, si l'on ajoute une canicule à une pandémie qui va nécessiter un confinement, les problèmes se multiplient. Et c'est une chose qu'on oublie, c'est que, prenez l'exemple de la Californie, là les problèmes sont actuels maintenant, c'est la fin de l'été indien, comme on dit là-bas, c'est-à-dire tout est sec et il ne pleut pas encore, et donc ça brûle. Moi, j'ai quitté la Californie où j'habitais 12 ans en 2009. En 2009, on avait encore un climat, je dirais, modéré, tempéré du côté de San Francisco, quand on descendait vers la carte, quand on arrivait à Los Angeles, puis à San Diego, à la frontière mexicaine, là, on arrivait dans des paysages désertiques ou quasi désertiques, et qui n'étaient pas quasi désertiques quand on irriguait abondamment. En fait, ce paysage-là, il n'a pas arrêté de remonter. Les forêts qui ont brûlé l'année dernière au
au nord de San Francisco, sont des forêts que j'ai visitées où quand on parlait aux gens, les gens disaient oh là là, ici le problème c'est qu'il pleut tout le temps. Et si j'avais dit à une de ces personnes, eh bien, bientôt vous aurez un problème de sécheresse et tout va brûler, les gens m'auraient rayonné en disant oui, non, mais vous confondez, vous n'êtes pas au bon endroit. Or, cette année-ci, ce n'est même pas ces régions-là, les régions de Mendocino, les régions jusqu'à la frontière de l'Oregon, des endroits qui ont des noms russes souvent, parce que c'était la limite de l'influence russe, une ville du nord de la Californie qui s'appelle Sébastopol, Russian River qui traverse ce pays-là, région de trappeurs russes, et puis qui ont été repoussés vers l'Alaska d'abord, et puis vers la Sibérie. Et cette année-ci, c'est au nord de cela, c'est l'Oregon, vous avez vu, c'est l'Oregon, l'État de Washington qui se sont mis à brûler toute la région vinicole, Sonoma, Napa, au nord de San Francisco, c'est-à-dire voilà, des régions qui n'imaginaient pas que le problème de la sécheresse et de l'eau, oui, de l'eau véritablement. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait déjà pas beaucoup d'eau dans le sud de la Californie, parce qu'il fallait la faire venir, parce que c'était des climats semi-désertiques qui n'étaient verts que par des efforts considérables d'amener de l'eau pour irriguer tout ça. Et là, c'était la rivière Colorado qui vient du nord, alimentée par des glaciers. Or, ces glaciers disparaissent aussi. Il y a des photos, comme on montrait déjà en 2009, au moment où je partais, des endroits où les gens avaient des pieds sur une prairie. Et on disait, normalement, ici, en dessous de mes pieds, il y avait 6 mètres de neige et de glace. Et voilà déjà. Donc, l'eau également. L'actualité récente montre que la France n'est pas à l'abri non plus de cela. Grand titre dans Le Monde, il y a 5 minutes, quand je regardais ça avant de me rejoindre ici la Réunion, on a vu passer dans cet arrière-pays de Nice, on a vu passer des cercueils dans la rivière. Pourquoi? Parce que des cimetières ont été entièrement dévastés par l'eau qui passait. Alors quand vous regardez ces photos, elles sont quand même assez extraordinaires. Une rivière, ce qu'on vous appelait un ruisseau, et qui maintenant fait 20 mètres de large parce que des torrents d'eau et de boue sont passés par là. Vous avez peut-être vu cette photo de la fourgonnette de la poste dans un des villages dévastés, avec de la boue jusqu'à mi-portière, et voilà comme une installation, comme on dit, cette voiture de la poste enfoncée dans la terre jusqu'à mi-hauteur. On appelle ça climat méditerranéen. En fait, oui, il y a un autre mot pour ça, c'est un climat de mousson. Et qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ce sont des pluies torrentielles qui se déversent dans des ruisseaux qui, en général, n'ont pas beaucoup d'eau, mais qui, tout à coup, deviennent des rivières en furie. Tous ces événements-là, ce n'est pas tellement qu'ils deviennent plus nombreux, ils deviennent parfois plus nombreux, mais c'est surtout que leur intensité est multipliée également. Je voyais le chiffre justement sur l'arrière-pays de Nice, dans des crises comme celle qu'on a eue la fois dernière, c'était le niveau c'était 20% moins. Donc c'est tout ça que ça grossit. Il peut y en avoir davantage. On l'a vu, il y a davantage de canicules maintenant dans les étés qu'autrefois, mais ce sont des canicules beaucoup plus fortes. C'est-à-dire que à chaque fois, comme cet été, on bat des records de température. Alors, il y a des gens qui posent encore la question de savoir si nous sommes responsables de ça ou non. La question est un peu oiseuse, bien entendu, parce que imaginons même que ce ne soit pas nous. Le problème se pose quand même. Et imaginons que ce ne soit pas nous. Réfléchissons à ce chiffre suivant. Sur le XXe siècle, la population du monde a été multipliée par 4. Bon, c'est quoi? C'est une augmentation de 300%. Imaginons que nous ne fassions rien et que nous continuions à débattre de savoir si nous avons une influence sur l'environnement. Imaginons même que le réchauffement climatique ne soit pas une conséquence de notre nombre et de nos activités. Aujourd'hui, dans 30 ans, ce serait le cas de toute manière. Donc, le problème est un problème à résoudre. Il est à résoudre par rapport à la situation qui est maintenant notre situation présente.
vient s'ajouter ça, la pandémie. Le titre qu'on m'avait donné pour l'exposé d'hier, on m'avait demandé d'appeler ça le péril actuel au milieu des périls anciens, la Covid-19 à l'heure de l'Anthropocène. Et donc, c'est exactement ça. D'où vient cette notion d'Anthropocène dont on discute si elle est justifiée ou non? C'est cette idée qu'il y a à chaque époque géologique, c'est-à-dire par rapport à la Terre en tant que telle, qu'il y a des facteurs qui sont des facteurs qui décident, qui déterminent de son évolution pendant ces périodes. Et donc, il y a des grandes divisions de ce fait-là qui sont établies. Et cette idée d'Anthropocène est apparue voulant dire que l'environnement géologique de la Terre est maintenant déterminé par le fait qu'il y a des êtres humains, qu'ils soient dans le nombre qu'ils ont et qu'ils se conduisent de la manière qu'ils font par rapport à cet environnement. C'est ça, cette idée d'Anthropocène. Certains, vous avez dû voir, proposent de l'appeler capitalocène plutôt qu'Anthropocène. Honnêtement, c'est un peu joué sur les mots. C'est une façon de dire, je comprends ce qu'on essaie de dire, que c'est le capitalisme en tant que tel qui est responsable et pas véritablement l'humain en tant que tel. C'est possible, mais d'une certaine manière, nous le savons, le développement, il est venu ensemble. Tous ces éléments sont venus ensemble. Bien entendu, et c'est à raison qu'on attire l'attention sur le fait, et ça j'en ai parlé la fois dernière, qu'il y a une certaine dimension de destruction de la nature qui est liée même à notre système économique, qui est un système qui n'a pas de limite, qui n'a pas de frein, qui considère que plus on produit, mieux c'est, dans une perspective de consumérisme, mais aussi, et ça je le rappelais, essentiellement parce qu'il faut payer des intérêts, il faut payer des dividendes, il faut payer des coupons sur des émissions d'État. Alors quand je dis il faut, là je le mettais déjà entre parenthèses la semaine dernière et je le mets toujours entre parenthèses, entre guillemets, c'est vrai que si on avait un autre système, il ne faudrait pas. C'est lié effectivement à un système qui est un système sans limite, qui est un système absolument sans limite. La notion d'anthropocène attire notre attention sur les limites, sur le fait que tout n'est pas possible, que nous détruisons l'environnement autour de nous. Et là, ça renvoie, je dirais, pour moi, la manière d'aborder cette question, elle est mieux abordée par une autre perspective, dans une autre perspective, qui est peut-être pas celle, je dirais, des géologues, ou des paléontologues, mais qui est celle des biologistes. C'est l'attitude de notre espèce par rapport à son environnement. Et là, ce qui est en cause, c'est la question de la capacité de charge d'une espèce par rapport à son environnement. Chaque espèce doit pouvoir maintenir, et pas nécessairement de manière, je dirais, délibérée, mais doit pouvoir maintenir un environnement autour d'elle qui lui soit favorable, qui lui soit propice. Nous respirons de l'oxygène, il faut de l'oxygène dans l'air. Il y a un certain nombre de gaz qui nous sont toxiques, il faut que ces gaz toxiques soient là en quantité tout à fait limitée pour être en dessous des taux de toxicité. Nous avons besoin de boire de l'eau ou des liquides qui sont fondés sur l'eau, il faut que l'eau soit potable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas empoisonnée de notre point de vue. Et il faut que nous mangeons des aliments, il faut que ces aliments soient assimilables, il ne faut pas que ce soit des choses que nous n'arrivons pas à digérer, il ne faut pas qu'ils soient empoisonnés, etc. C'est-à-dire qu'il y a en fait une quantité énorme de conditions à respecter. Et là, nous nous apercevons que la manière dont nous nous conduisons rend de plus en plus difficile le fait de respecter cet environnement dans l'état où il doit être. Alors, quelle attitude avoir vis-à-vis de ça? Le problème est apparu tout de suite dès qu'il y a eu un débat, je dirais, politique dans un cadre écologique. Et le fameux rapport de Rome, le rapport Meadows, a attiré l'attention sur les limites de la croissance, qui était le sous-titre de ce rapport. Les limites de la croissance, c'est-à-dire comment respecter l'environnement autour de nous pour qu'il continue de nous être favorable, qu'il permette encore que nous continuions à vivre. Parce que les choses, même des choses invisibles, se développe dans la mauvaise direction. Je vous donne un exemple. Il y a beaucoup d'azote dans l'atmosphère, mais il y a beaucoup d'azote aussi qui est dans des produits composés, dans des combinaisons des sels qui se trouvent dans la terre. Le phosphore se trouve essentiellement dans la terre sous forme de composés de choses et d'autres. Et
si on prend, je ne sais pas, prenons disons, le milieu du XVIIIe siècle, entre le milieu du XVIIIe siècle et maintenant, il s'est passé quelque chose. C'est que les composés nitrés, qui étaient essentiellement sur la Terre, se trouvent maintenant essentiellement au fond des océans. Les composés phosphorés, qui se trouvaient essentiellement dans la Terre, se trouvent aussi au fond des océans, en grande quantité maintenant, en majorité, je crois. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons utilisé les composés nitrés et les composés phosphorés, les phosphates, comme des engrais qui nous ont permis de faire une révolution verte. Et le lessivage, la pluie a emmené ces composés, les a fait entrer dans les rivières les ont amenés dans les océans. Voilà des processus qui sont réversibles, mais au prix d'efforts tout à fait considérables. Comment faire pour renverser ces processus? Et la difficulté que nous avons, bien sûr, c'est que nous nous en rendons compte alors que les processus sont déjà engagés. Dès qu'on fait les calculs, qu'est-ce que ça coûterait de remettre les choses en état? Ce sont des chiffres qui nous paraissent, même je dirais le coût de la crise des subprimes, nous paraît modéré par rapport à cela. Que faire? Nous avons les moyens techniques. Il faudra peut-être un jour que nous les mobilisions. Il faudra peut-être un jour que nous fassions, je dirais, la même révolution dans les esprits que nous avons dû faire au moment de la crise des subprimes. Vous vous souvenez, il y avait des discussions. Est-ce que l'Europe peut dégager 100 millions, c'était 100 millions d'euros pour l'aide aux sans-abri à l'échelle européenne? Et les discussions avaient lieu. 100 millions, c'était une somme absolument considérable. Et vous vous souvenez, en septembre 2008, on ne parlait plus en centaines de millions, on parlait en milliards, on parlait en dizaines de milliards, en centaines de milliards, on a même parlé en milliers de milliards. Et on a trouvé l'argent, ce qui permet de mettre les choses en perspective. Il faudra peut-être que nous fassions ça aussi. Maintenant, nous sommes habitués à l'idée d'un trillion de dollars, d'un millier de milliards de dollars, et c'est peut-être des sommes plus considérables que cela qu'il faudra mobiliser pour engager les choses de faire machine arrière. Alors, la question qui se pose, et c'est ça le thème de la discussion aujourd'hui, est-ce que la pandémie nous donne une meilleure conscience des problèmes qui se posent et éventuellement nous permettrait que l'opinion soit prête aux sacrifices nécessaires pour justement changer de cap? Et là, je dirais le contre-exemple, il nous est offert dans les dernières 48 heures. C'est d'un personnage victime de la pandémie et qui, grâce au fait qu'on peut mobiliser toutes les ressources de la nation la plus industrialisée du monde pour essayer de sortir de l'hôpital, et qui parvient à sortir de l'hôpital dans un état dont il faudra juger la qualité dans les jours qui viennent, mais qui parvient à dire, vous voyez qu'il n'y a pas de problème puisque je suis là au balcon à vous saluer. Je vais même faire un petit tour en automobile. Malheureusement, c'est une attitude que l'on va voir aussi. Les gens qui vont nous dire, mais non, vous voyez, on est toujours là. Et c'est ça, évidemment, la difficulté, c'est les gens qui nous diront, le problème ne se pose pas puisque je suis toujours là pour vous parler. Est-ce que c'est de bonne foi ou de mauvaise foi? Si on regarde la philosophie de M. Trump, on s'aperçoit que la part de mauvaise foi qu'il y a, la part de mauvaise foi, c'est qu'un choix a été fait. Un choix en effet a été fait, c'est-à-dire maintenir la marge de profit et le reste, après moi, le déluge. Tout le reste viendra après. Toute attitude consistant à dire qu'il y a des problèmes généraux et tout à fait considérables est une attitude, comme on dit aux États-Unis, anti-business. C'est une attitude hostile au milieu des affaires. Et malheureusement, il n'y a pas qu'aux États-Unis. Vous le voyez bien, pendant le confinement, toutes les discussions qui ont eu lieu dans les journaux, toutes les pétitions qui ont circulé, il est impératif, et tout le monde l'aura compris, qu'on ne puisse pas essayer de relancer le système à l'identique. Et il n'a pas fallu une semaine ou 2 semaines pour que toute l'énergie soit mobilisée pour une seule chose, relancer le système à l'identique.
je crois l'avoir mentionné, je crois que c'est la première fois, cette étude qui avait été faite en France, très bien faite par un cabinet d'études, qui avait dit quelles sont les attitudes possibles. C'était tout au début de 2019, donc la crise avait eu lieu 3 mois auparavant. Que peut-on faire? Et voilà, on avait classé l'attitude de grands spécialistes de l'économie et de la finance, et on leur avait posé la question, que faut-il faire? Et les réponses tombaient dans 3 catégories. Il y avait 3 types d'intervenants. Il y avait une quatrième catégorie qu'on avait créée alors qu'on n'avait pas trouvé le moindre spécialiste pour la défendre. Je me souviens, il y avait quelques Français et de Belges, puisque j'étais dans les gens qu'on avait mis dans les experts. On avait trouvé personne pour défendre l'idée de reconstituer le système à l'identique, mais les politiques et les milieux d'affaires, dont vous savez que les discussions ont toujours lieu au plus haut niveau entre les deux, avaient choisi la solution qu'aucun des experts n'avait recommandée. Et il est à craindre que cette attitude se maintienne, quelle que soit la gravité des problèmes. Dans le livre qui a paru récemment, que j'ai rédigé avec Vincent Burnand-Galpin, et qui est en fait, c'est le texte du séminaire que j'avais fait il y a 2 ans, dans le cadre de l'Université catholique de Lille, et qui était donc consacré à ce moment-là à déclarer l'état d'urgence pour l'humanité, nous avons envisagé ces questions dans ces termes-là. Mais la difficulté, je l'ai mentionné aussi, c'est l'écart qui reste entre ce qui apparaît la solution rationnelle et celle qui paraît praticable au niveau politique. Et ça me rappelle aussi, c'est une anecdote, je me trouve dans le bureau d'un DDA, donc une direction département de l'agriculture. Il se trouve que je suis là un peu par hasard parce que j'accompagne une personne qui rentre chez elle et qui dit encore au revoir à son patron. Et le patron dit, écoutez, on vient de recevoir les instructions de Paris. Est-ce qu'on peut encore regarder ça rapidement? Bon, alors c'est un tas de dossiers. Voilà, les mesures qui ont été prises à Paris. Alors, et voilà, on fait 2 tas. Celle-là, oui, celle-là, non, etc. Et celle-là, non, c'est quoi? Celle qui provoquerait ici, dans notre département, qui provoquerait la révolution dans notre département. C'est-à-dire, ce sont des directives qui sont d'application générale, mais on se dit, au niveau local, on ne peut absolument pas les appliquer parce que la société de chasse a pris position pour ceci ou cela, contre ceci et cela, etc. Donc, et je suis sûr que ce n'était pas le seul département où ça fonctionnait comme ça à cette époque-là, et je suis pratiquement certain que ça fonctionne toujours comme cela. On s'adapte aux circonstances locales, c'est-à-dire qu'en fait, les choses n'auront pas lieu. Les choses n'auront pas lieu. Et comment faire la solution, là où ça marche, c'est quand, de manière assez autoritaire, dans un cadre de planification, mais pas simplement consultative, mais impérative, on dit le pays doit aller dans telle ou telle direction. Et j'ai eu l'occasion de mentionner dans la discussion que nous avons eue ce matin au niveau de notre équipe, à l'Université catholique de Lille, nous posons la question comment intervenir sur le plan éthique sur des questions comme l'intelligence artificielle, des questions de ce type-là, la conduite autonome, les voitures autonomes, etc. L'importance d'avoir des comités d'éthique et de pouvoir agir comme un groupe d'intérêt par rapport à ça, un groupe d'influence. Et j'ai sous les yeux sur mon écran le Financial Times en ligne qui est apparu là ce matin, un grand article très bien fait. C'est la Chine qui est aux commandes pour tout ce qui est de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance faciale. Les autres pays n'ont de fait plus accès au chapitre. Voilà. C'est-à-dire qu'aussi, la nature n'aime pas le vide et certains pays vont s'engouffrer. Et ceux qui ont une idée, je dirais, claire de ce qu'il faut faire, c'est eux qui feront les choses. Les autres seront à la remorque de copier au mieux ou de vouloir émuler, faire la même chose, etc. Mais si l'on n'a pas accès à la décision, ce qui est le cas des scientifiques par rapport à toutes ces questions, vous vous souvenez de l'histoire du comité scientifique par rapport à la Covid. On nous a dit au départ, c'est eux qui décident de ce qui va se passer en France. Même chose, l'histoire un peu parallèle en Belgique.
Puis on a dit, bon, ben, oui, ils sont là, mais on va dire plutôt quand même à titre consultatif. Et puis le groupe a été entièrement mis entre parenthèses. Le politique reprend le pouvoir. Et est-ce qu'il est aussi éclairé qu'il l'était autrefois? Est-ce qu'il est aussi éclairé qu'à l'époque de, bon, c'était pas des époques, je dirais, idéales sur bien des plans, mais aussi éclairé qu'à l'époque des Richelieu, des Colbert, où on définissait l'intérêt général, qui pouvait être essentiellement un intérêt militaire à cette époque, mais un intérêt général, et où on mobilisait les moyens en fonction des finalités qui avaient été définies. Et on ne changeait pas les finalités parce que ça coûtait trop cher. On trouvait les moyens nécessaires, ne serait-ce que par la rapine exercée sur des voisins. Mais les choses étaient dans cet ordre-là. Et le fait est que dans la gestion, dans nos pays, voilà, ici, de la crise, on n'a pas vraiment l'impression que les leçons ont été tirées pour gérer une éventuelle, ou alors elle est déjà là, une seconde vague. C'est le problème général qu'on avait vu aussi à la fin de la crise des subprimes. Les leçons ont été tirées, nous savons ce qu'il faut faire, mais les personnes qui ont tiré les leçons ne sont pas celles qui ont accès aux manettes du pouvoir, et donc les choses ne se passent pas. Autre exemple, c'est flagrant dans l'actualité récente, donc ce comité citoyen que l'on coach, comme on dit maintenant, que l'on familiarise avec les questions de l'environnement, à qui on demande de proposer des mesures. Les propositions sont faites, il est juré partout que ces mesures seront nécessairement prises, puis on nous dit, sauf peut-être 2 ou 3, etc. Et bien entendu, la liste finit par se réduire comme peau de chagrin. Ce n'est malheureusement pas comme ça que nous gérons nos pays. Et là, il y a un problème. Il y a un problème véritable, ne serait-ce que sur un plan comparatif. Sur un plan, je dirais, relatif, c'est que les pays d'Extrême-Orient n'ont pas ces états d'âme, continuent dans une perspective qui, ça c'est les chiffres que j'avais montrés la fois dernière, et là, bon, ces chiffres sont indiscutables. On peut nous dire que voilà, ils sont plus ou moins trafiqués par le gouvernement, qu'il faut les multiplier par 10 ou pas, mais ça ne change absolument rien. 3 morts par million d'habitants en Chine et une croissance de 3,2% sur le premier semestre. Dans nos pays, des chiffres dans les centaines de 600, 400, c'est 800 pour la Belgique, 400 quelque chose pour la France, mais morts par million d'habitants, des chiffres qui sont de l'ordre de 100 fois plus élevés, et des pertes économiques qui sont beaucoup plus élevé aussi. Il faudrait que nous nous ressaisissions, l'Occident, si nous ne voulons pas disparaître entièrement, non pas de la carte immédiatement, mais ne pas basculer dans d'abord de ne plus avoir accès aux décisions importantes sur l'environnement, qui en principe devrait se faire à tout le monde. L'atmosphère est à tout le monde, la Terre est à tout le monde. Mais si nous sommes là dans nos pays, si nous sommes là comme des poulets à la tête coupée, nous perdrons automatiquement le droit au chapitre. Et il suffit de voir les États-Unis. Les États-Unis, comme vous le savez, il y a la moitié du personnel de la Maison-Blanche en ce moment qui est en confinement. Et je crois que c'est de l'ordre, je regardais les chiffres, cette nouvelle qui tombait hier, c'est de l'ordre de 2 tiers des chefs d'état-major, des chefs d'état-major qui sont confinés parce qu'ils sont atteints par le coronavirus. Comment est-ce qu'un pays qui se retrouve dans cette situation-là pourra encore avoir accès aux décisions dans le monde? Et là apparaît un danger qui n'est pas un danger, je dirais, d'ordre naturel, mais qui est véritablement un danger lié à l'être humain. J'y faisais allusion tout à l'heure. Il y a un fameux proverbe, un malheur n'arrive jamais seul. La Californie, avec ses problèmes d'incendie et de pandémie, c'est un pays, vous le savez, qui se trouve sur une crête, sur une faille sismique. Et rien n'interdit qu'au milieu d'une pandémie et au milieu d'une catastrophe d'incendie de forêt, d'incendie de broussailles, rien n'interdit que les grands
tremblements de terre qui nous sont promis et qui existent et qui ont eu lieu ne se reproduisent pas au milieu de cela. Toujours aux États-Unis, à Yellowstone, qui est un parc naturel maintenant absolument splendide, existe encore un volcan qu'on appelle endormi en ce moment. La chambre de magma qui se trouve sous la terre à cet endroit-là est deux fois et demi plus vaste, plus grosse qu'à l'époque de la dernière grande explosion. Ça ne va pas durer non plus pour toujours. Et là aussi, nous serons une fois de plus, coincés entre différentes calamités. On appelle ça des fléaux dans la Bible, des calamités aussi. Tout ça peut se retrouver combiné. Mais à cette question de savoir si la prise de conscience va véritablement avoir lieu, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que de l'expérience qui a été la mienne, justement, de la crise des subprimes, d'avoir été une des personnes, un lanceur d'alerte, une personne qui a annoncé, d'avoir été ensuite dans des comités où, voilà, très gentiment, on me demandait, mais maintenant pour la suite, qu'est-ce qu'on fait? J'ai été invité dans la deuxième commission à Thaly, celle consacrée à l'économie positive. En Belgique, j'ai fait partie du groupe de 8 experts de haut niveau sur l'avenir du secteur financier belge. Et dans les deux cas, expérience très intéressante, expérience où je dirais rassurante dans la mesure où j'ai eu le sentiment de faire passer mon point de vue au point que les journaux, au moment où le rapport est déposé en Belgique, se disent comment est-il possible qu'on ait pu mettre des choses aussi radicales dans un tel rapport. Et donc, je sais que je suis parmi les 8 la source principale. Mais la leçon, quelle est la leçon? C'est que ni le rapport de Attali, la deuxième commission sur l'économie positive, ni le rapport Van Overtveld en Belgique n'ont débouché sur la moindre décision. Ce n'est pas une parmi les 20 recommandations, c'est zéro dans les deux cas. Que faire pour être entendu? Vous le savez, un certain nombre de personnes décident qu'il n'y a qu'une possibilité dans des cas comme celui-là, c'est la désobéissance civile. C'est un grand honneur qu'on m'a fait récemment de me mettre dans le comité dans l'assemblée statutaire de Greenpeace, ce qui est un grand honneur. Ça m'a fait très plaisir qu'on pense à moi pour ça. Il y a aussi maintenant des tas d'autres mouvements, Extinction Rebellion, etc., qui sont convaincus qu'il ne faut pas abandonner le dialogue avec les autorités, mais que les autorités n'entendent pas, elles sont sourdes, je dirais, de manière constitutive, et que ce n'est pas comme cela qu'on va pouvoir faire quelque chose. Alors, il faut rester, bien entendu, c'est la moindre des choses, rester sur le bord de la légalité, si possible, et de l'action non violente. Mais l'attitude des gouvernements dans ce cas-là, vous l'avez vu, où en Grande-Bretagne, on met tout de suite Extinction Rebellion, ou en tout cas on propose sur la liste des organisations terroristes. C'est-à-dire qu'un appareil d'État dont l'objectif est tout autre, bien entendu, est tout autre que de protéger contre des gens qui essaieraient de secouer les gouvernements qui souffrent de surdité constitutive. Mais cet appareil d'État est là et peut être utilisé à très mauvais escient de ce point de vue-là. Et les choses peuvent déraper, bien entendu. Une action qui est conçue comme non violente dans son contexte, ce sont des situations extrêmement fragiles. Ça constitue finalement des poudrières parce qu'il y a des forces de l'ordre en face. C'est pas recommandé. Il vaudrait mieux que les gouvernements écoutent. Et c'est la question qui m'était posée hier par une grande spécialiste de la démocratie. Est-ce que les démocraties ont encore les moyens de traiter ce type de problème, ou bien seuls des gouvernements autoritaires pourront-ils les régler? Et les règles, quand ils les règlent de manière autoritaire, c'est en général sans marcher sur les œufs, c'est de manière très expéditive.
des amis à moi bon, qui ont d'ailleurs assisté à une des conférences que j'avais données à l'Université catholique de Lille il y a 2 ans, sont des gens qui font des voyages tous les ans en Chine depuis très longtemps. Et une année récente, ils s'étaient donc rendus, c'était un voyage, une sorte de voyage d'études, dans la ville la plus polluée de Chine. Et quand ils arrivent là, grande déception, mais j'allais dire grande déception, mais aussi grande satisfaction. Là, cette ville n'est plus déjà depuis plusieurs années la ville la plus polluée. Au contraire, on a planté des millions d'arbres et elle est au contraire une des villes les moins polluées. Pourquoi? Bon, le gouvernement a réagi, mais il a réagi dans les temps que peut se permettre la Chine. Et la Chine, vous savez, il y a 2 éléments. Il n'y a pas, bien entendu, qu'un régime communiste. C'est un pays qui est organisé à l'échelle du pays depuis très très longtemps. Je crois que c'est la fois dernière que je l'ai mentionné. Pourquoi est-il organisé de la manière dont il est, de manière aussi efficace? Parce qu'il a depuis au moins 1000 ans avant Jésus-Christ, sa ressource principale pour la nourriture, c'est le riz, agriculture inondée, qui demande une organisation d'irrigation extrêmement précise. Et donc ce pays, même en guerre civile, même quand des querelles existent entre des royaumes et des guerres locales ont lieu, il faut que le système continue à fonctionner. Il faut que ce système de ville très peuplés depuis très longtemps, mais qui n'ont jamais été dirigés par autre chose que des fonctionnaires. Ça a toujours été des fonctionnaires à la tête des villes en Chine, aussi loin que nous remontons dans le souvenir. Ce pays est organisé de cette manière-là. Il y a une intégration de l'ensemble et des citoyens. Et il n'y a pas, je dirais, pour des raisons pratiquement de géographie, de possibilité à ce qu'émerge véritablement un individualisme comme le nôtre qui est ouvert sur le monde et qui peut imaginer que tout est possible et que voilà, qu'il n'y a pas de restriction possible. Cette idée qu'un fonctionnement, comme le disait Confucius, entre le ciel et la terre, entre les gouvernants et les habitants, les citoyens, qu'il doit y avoir une certaine harmonie, c'est inscrit pratiquement dans le paysage. C'est aussi inscrit dans le fait que ce pays est entouré de déserts, de montagnes et d'océans difficilement praticables en raison des typhons. Mais l'attitude, voilà, le grand titre du Financial Times, la surveillance, l'hypersurveillance est là en place. Et l'attitude extrêmement brutale envers une minorité religieuse, les musulmans ouïghours, donc des gens d'origine de turque, une population d'origine turque. On ne peut pas se permettre d'avoir une minorité musulmane, religieuse de manière générale, qui viendrait perturber le plan d'ensemble, et d'où la brutalité de vouloir en fait, il n'y a pas de preuve d'élimination massive de la population, mais de faire changer les idées, que cette représentation que constitue la croyance religieuse n'est pas intégrable dans le tout. Et là, c'était pas un élément, je dirais, extrême oriental, c'est la combinaison de ça avec le matérialisme marxiste et la fameuse phrase de Marx sur la religion comme opium du peuple. Le problème est posé. Le problème est d'une difficulté extrême parce que les éléments se combinent et pas simplement la possibilité qu'il y ait un tremblement de terre en même temps qu'un incendie. C'est le fait que il y a différents aspects qui viennent se combiner et dont la combinaison elle-même rend le problème plus complexe. Et nous avons l'habitude de traiter les problèmes séparément. Nous voulons traiter les problèmes d'environnement d'une manière, nous voulons traiter les problèmes qui sont liés à la nature même de notre système économique. Nous n'avons pas l'habitude de la complexité des problèmes qui sont liés au fait que nous avons des millions d'habitants là où il y en avait autrefois des dizaines de milliers, que nous avons des milliards là où il y en avait parfois quelques millions. Nous n'avons pas l'habitude d'une société où les interactions seront à ce point nombreuses. Nous avons heureusement constitué des outils qui nous permettent de travailler avec
avec la complexité, même quand cette complexité nous dépasse un petit peu, puisque nous avons maintenant des machines qui peuvent, voilà, ce qui est intéressant, c'est que le cerveau électronique auquel qu'on imaginait dans les années 50 et auquel on assignait une structure essentiellement mathématique, c'est en réalité maintenant, on l'a bien vu, grâce aux réseaux neuronaux, c'est-à-dire en fait en copiant d'une certaine manière la manière dont nous savons que notre cerveau fonctionne, même si nous ne connaissons pas le détail du fonctionnement, nous ne savons même pas comment la mémoire est enregistrée, mais nous voyons la structure. Et nous voyons que nous pouvons constituer des structures de ce type-là artificiellement et qui peuvent résoudre le même type de problème que nous et qui peuvent les résoudre en raison de leur vitesse, beaucoup de problèmes en peu de temps, mais qui peuvent aussi résoudre des problèmes ou des choses pour lesquelles nous n'avons pas d'intuition excellente, et ça j'en ai parlé la première fois, comme les phénomènes non linéaires, ou alors des choses qui se passent Nous avons une intuition excellente de ce qui peut se passer dans un univers à 4 dimensions, 3 dimensions physiques et une dimension du temps. Oui, parce que nous sommes nés là-dedans. Mais un problème à 18 dimensions, nous ne pouvons pas nous le représenter dans notre esprit. Et je dirais même les meilleurs parmi nous. Et il est bon de le confier à la machine qui va aller très vite et la machine qui peut simuler. Quelqu'un me disait, oui, mais vous savez bien que cette évolution-là a eu lieu sur des milliards d'années sur notre planète. Et là, j'avais fait un calcul par rapport à la vitesse et je disais, bon, on peut simuler des milliards d'années sur l'ordinateur par les moyens que nous avons maintenant, en quelques semaines de calcul. Donc, on peut le faire, nous pouvons le faire. La difficulté, et ça, je l'ai déjà souligné aussi, c'est qu'il faudra aussi que nous puissions continuer à avoir un dialogue véritable avec la machine. Nous parlons maintenant d'algorithmes qui prennent de mauvaises décisions. Et le comité d'éthique de l'IA sur lequel je travaille en parallèle, dans les cas qu'on m'a montré jusqu'ici d'algorithmes qui se trompaient, il n'y avait pas d'erreur. Ce n'est pas les algorithmes qui se trompaient. C'est nous, êtres humains, qui nous faisions des illusions sur ce que nous sommes. Nous avons des préjugés. On nous dit, oui, mais tout le monde sait que nous sommes comme ça. Et l'ordinateur trouve que nous ne sommes pas comme cela. Ça peut être du préjugé de type ancien, ça peut être du préjugé de type moderne, comme on appelle, auquel on donne le nom du politiquement correct. La machine peut faire mieux, mais elle peut nous révéler des aspects de nous-mêmes que nous n'avons pas envie de discuter. Avec deux d'entre vous, j'ai eu un dialogue un peu en parallèle sur un cas particulier qui était celui, ils reconnaîtront, c'est celui de la carte de crédit de la compagnie Apple, mais ce n'est pas le moment d'entrer là-dedans. Complication, combinaison donc, de cette complexité d'un système économique dont mes analyses systémiques économiques me conduisent à la conclusion que c'est un système qui pouvait fonctionner au XVIIIe siècle. Le capitalisme que nous avons en ce moment, c'est un système qui pouvait fonctionner au XVIIIe siècle parce que nous étions beaucoup moins nombreux, que les ressources pouvaient apparaître illimitées, que nous n'avions pas épuisé déjà un certain nombre de choses, que les interactions de la complexité ne permettaient d'utiliser cette manière-là. Quand nous parlons de l'image de la main visible d'Adam Smith, dans ce fameux passage où que le brasseur, que le boucher, que le boulanger poursuivent leur propre intérêt et puis que ça n'avance, que tout aille dans cette direction-là. Le boucher, il connaissait le vendeur de la vache et il connaissait même peut-être le producteur de la vache, celui qui l'avait élevé. Le boulanger, il savait qu'il avait produit la farine parce qu'il savait où était le champ où on avait moissonné. Nous ne sommes plus dans ce monde-là. Ne serait-ce qu'à ce niveau-là, on l'a vu, on le voit dès qu'il y a des problèmes d'approvisionnement. D'où est-ce que ça vient exactement? D'où est-ce qu'ils venaient exactement ces masques? Et là, ou alors quand M. Trump dit on va remettre des droits de douane à la frontière mexicaine et où on s'aperçoit qu'en fait les produits manufacturés qu'on vend aux États-Unis et dont on nous dit qu'ils viennent du Mexique, qu'en fait ils ont traversé 3-4 fois les frontières sous forme de produits plus ou moins finis qu'on met dans la voiture on l'en renvoie de l'autre côté parce qu'il y a quelque chose à terminer, de l'autre côté de la frontière. Nous vivons avec des représentations tout à fait anciennes. J'avais une discussion, c'était ce matin, sur quelqu'un qui me dit oui, mais l'intelligence artificielle ne peut pas faire ça comme ça, puisqu'elle apprend. Et alors je suis obligé de dire à cette personne, mais l'intelligence artificielle, elle n'apprend pas du tout comme vous imaginez.
La machine qui joue au jeu de Go, c'est pas quand elle joue devant vous qu'elle apprend. Elle a appris il y a bien longtemps. Elle a appris bien longtemps avant qu'elle se trouve en face de vous. Quand elle est devant vous, elle n'apprend plus. On peut la remettre à apprendre après quand elle retourne au garage, mais pas au moment où elle est devant vous. La difficulté, c'est que nous avons, et là, bon, je dirais, c'est peut-être ma formation de psychanalyste qui me fait retomber sur des conclusions comme celle-là, par ailleurs, en plus d'anthropologue et de sociologue, c'est que nous avons une très, très mauvaise compréhension de qui nous sommes. Compréhension historique, bien sûr, on nous a donné des enseignements, on nous a dit vous êtes comme ceci et vous êtes comme cela. Nous avons rué dans les brancards, nous avons dit c'est pas tout à fait comme ça, remettons les choses en question. Mais le fait que nous soyons ce que le biologiste appelle un animal social, colonisateur et opportuniste, nous ne l'avons jamais véritablement intégré. Nous ne pensons pas déjà dans ce sens. Quelqu'un faisait une remarque, c'était sur mon blog, c'était hier, une remarque de Françoise Héritier sur le comportement des hommes et des femmes. Et quelqu'un fait la remarque en disant, oui, quand on lui avait posé la question, oui, mais les phéromones, ce qui se passe automatiquement au niveau des hormones sexuelles, etc. Et là, la personne rappelle que la réponse de Françoise Héritier, disant, moi, je ne suis pas biologiste, je ne m'occupe pas de cette dimension-là. Oui, mais est-ce que ça veut dire que cette dimension-là n'intervient pas ou qu'on peut la mettre entre parenthèses et ne s'intéresser qu'au reste et donner quand même une explication qui serait cohérente? Non, nous sommes un animal social, nous sommes un animal colonisateur, nous sommes un animal opportuniste. Je vais terminer là-dessus quelques réflexions. Dans notre culture, le mythe fondateur de la politique moderne. C'est ce mythe inventé par Thomas Hobbes et complété par Rousseau du contrat social, qu'un jour, nous ne sommes assis, que animal sauvage dans la forêt, où l'homme est un loup pour l'homme, dit Hobbes, et pour expliquer à son public, il a dit, comme nous avons vu certains d'entre nous se comporter durant la récente guerre civile, voilà, dans la guerre civile, on se conduit comme l'homme dans la nature, comme imaginait Hobbes. Nous sommes rassemblés, fatigués de l'absence de sécurité. Nous nous sommes réunis, nous avons dit, nous allons sacrifier une partie de cette sécurité, une partie de cette liberté et en faire une part de sécurité. Bien entendu, Rousseau complète cette image. Mais c'est un mythe, bien entendu. Cet événement n'a jamais eu lieu. Et quand je lis chez Freud qui prend cet événement au sérieux en disant oui, bon, donc un jour nous sommes devenus sociaux, bien entendu que non. Bien entendu que non. Il suffit de voir les mêmes comportements déjà chez ces autres grands sages que nous, sous forme d'ébauche, sous forme embryonnaire. Bien sûr, nous sommes comme ça. Nous ne sommes pas assis autour d'une table pour décider que nous serions des animaux sociaux. Aristote disait déjà zoon politikon, un animal qui vit en société. Nous avons repris le mot politique dans un sens un peu différent, mais qui s'organise, qui est organisé sur une base de solidarité entre eux. Nous faisons les choses ensemble. C'est la fameuse image qu'utilise Proudhon. En une demi-heure, 200 grenadiers ont érigé l'obélisque sur la place de la Concorde. En 200 jours, un grenadier tout seul n'aurait jamais pu l'ériger. Ça, nous le savons intuitivement. Il ne faut pas qu'on nous l'apprenne. On sait qu'on peut faire les choses ensemble et que ça marche. Un animal social. Un animal opportuniste au sens des biologistes. Qu'est-ce que c'est un animal opportuniste? C'est le contraire de la mouche qui va se heurter 200 fois sur la vitre parce qu'elle ne tient pas compte, elle ne peut pas tenir compte de ce qui lui arrive, d'intégrer cela dans une représentation. Le rat est un animal opportuniste, c'est pour ça que nous l'utilisons dans des expériences pour essayer de comprendre comment nous fonctionnons. Arrivé dans un cul-de-sac du labyrinthe, il fait demi-tour et va chercher une autre sortie. C'est ça un animal opportuniste, c'est un animal qui peut être très peu équipé de manière très peu spécialisée. Nous ne sommes pas des pangolins couverts d'écailles. Nous n'avons pas une trompe, etc. Mais nous avons la capacité, devant la difficulté, de trouver assez rapidement d'autres solutions, quand ces solutions existent également.
Et c'est là, bien entendu, c'est ça qui nous a fait inventer le grenier quand nous voulions défendre le grain contre les insectes et les autres animaux qui voulaient l'avoir. Quand nous avons eu froid, nous avons tué des animaux pour utiliser leur fourrure, etc. Et de fil en aiguille, nous avons développé la technique qui a d'abord été simplement de l'essai-erreur et ensuite de la technologie qui était de la science appliquée, des modèles théoriques que nous avons faits qui nous ont permis d'en dériver des choses que nous pouvions faire. Donc, un animal opportuniste, et c'est la grande possibilité, une grande possibilité pour nous qui s'ouvre à partir de là. L'intelligence artificielle, c'est dans la lignée de cela. Et par ailleurs, nous sommes un animal colonisateur, c'est-à-dire que, comme beaucoup d'autres animaux, nous n'avons pas de mécanisme de fertilité lié à la densité. Elle n'est pas inscrite dans notre nature profonde. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? Quand nous épuisons notre environnement, il faut en trouver un autre. C'est ça, l'exemple classique que les enfants connaissent par les documentaires. Les lemmings, qui sont des petits campagnols, des campagnols arctiques, quand la population est trop élevée, une partie de la population, en tout cas, se met à courir dans toutes les directions. Ce n'est pas de la folie, ce n'est pas du suicide. On peut avoir l'impression qu'ils se suicident parce qu'ils arrivent au bord d'une falaise et il y en a qui tombent, ou bien ils sont au bord d'une rivière et qui est intraversable en réalité par des petits campagnols. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est un comportement qui va essayer de déboucher, passer par-dessus un col, traverser un ruisseau et se retrouver dans un environnement où il n'y a pas encore de lemmings, ou bien s'il y avait des lemmings, ils ont disparu depuis très longtemps et l'environnement est de nouveau vierge de ce côté-là. Et là, nous n'avons pas cette possibilité-là. Nous n'avons pas cette possibilité parce que nous avons utilisé entièrement l'environnement qui est le nôtre. Et nous l'épuisons rapidement. Donc, la solution, elle existe là. Et puisque notre groupe s'intéresse tout particulièrement au transhumanisme, on sait qu'il y a des représentations qui s'ouvrent vis-à-vis de ça, en disant il n'y a qu'une possibilité, c'est d'aller coloniser d'autres endroits. Et là, notre côté opportuniste, d'espèces opportunistes et d'espèces sociales joue, parce que nous pouvons nous mettre d'accord pour créer une station en altitude internationale. Nous pouvons essayer de trouver des solutions. Et au même, et là on entre dans le très problématique, d'essayer d'obtenir une pseudo ou une simili-immortalité pour pouvoir faire des voyages vers les étoiles qui dureraient des centaines d'années, voire même des milliers, ou de bricoler notre système génétique pour nous rendre résistants aux rayons cosmiques qui nous bombardent quand nous essayons de sortir de notre environnement, ou qui nous adapteraient au fait de vivre partiellement en apesanteur, alors que nous voyons bien avec les cosmonautes, les astronautes, quand ils reviennent, notre corps s'habitue rapidement à être en apesanteur. Et quand ces gens redescendent, on a une grande difficulté à remarcher. Il faut une certaine rééducation. Voilà, j'ai fait une sorte de panorama, je dirais un petit peu une fresque de l'espèce humaine en une heure. Ce sont des choses qui, à la plupart d'entre vous, parce que je vois vos noms sont extrêmement familiers, mais il n'est pas mauvais, je dirais peut-être de mettre tout cela ensemble et d'essayer de réfléchir, même si la question fondamentale reste comment notre grande sagesse peut-elle se transformer en réalité, en décision qui soit véritablement prise. Voilà, merci pour votre attention et maintenant je vais me tourner vers les questions qui pourraient être évoquées en remerciant Anne de son travail de rassemblement. Oui, alors vous m'entendez? Oui, oui. Oui, bon, il n'y a pas grand-chose sur le chat. Marie Desneiges a transmis un article de l'Express sur la catastrophe écologique et la découverte de cadavres d'animaux marins. Voilà. Oui, peut-être, mais attends, avant qu'on continue, peut-être que Marie Desneiges a envie de nous en dire un peu plus. Voilà, exactement. Oui. Marie Desneiges? Ah, il faudrait ouvrir ton micro si tu veux dire quelque chose. Sinon on passera à la question. Elle a ouvert son micro. Ah, voilà. Non, sinon, une question éventuellement sur la transparence des catastrophes. Tu signalais que c'était dû à des installations militaires, mais pour l'instant, je n'ai pas vu que c'était très revendiqué. Donc, il y a aussi une notion de responsabilité qui peut être intéressante. Au Kamtchatka, c'est ça? Oui.
Oui, oui, non, ça, là, j'ai cité pour essayer d'illustrer. Vous avez vu, j'ai illustré avec des choses que j'ai lues dans les journaux, que j'ai vues à la télé dans les 2 ou 3 jours derniers. C'est toujours une bonne chose. On apprend, voilà, on apprend des choses supplémentaires tous les jours. Et puis, c'est des choses que vous avez pu voir aussi et qu'on peut virtuellement, effectivement, partager. Sinon, Anna, d'autres personnes? Alors, est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir et pourrait se signaler soit dans le chat, soit en faisant un signe, quel qu'il soit? Je ne vois personne là sur mon écran. Tout le monde a les micros fermés. Oui. Alors, est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir? Sinon, comme il reste un peu de temps, je pourrais faire une petite réflexion. Une petite réflexion supplémentaire, mais n'hésitez pas à me signaler d'autres questions. Non, je pense, j'avais ajouté si j'avais un peu plus de temps, d'évoquer justement cette réflexion qu'on appelle collapsologue, parce qu'il y a, en particulier voilà, je me suis aperçu dans l'exposé que j'ai fait à Sciences Po hier, que les collapsologues apparaissent véritablement comme l'ennemi à abattre. Je ne dis pas qu'on a mis de l'argent sur des contrats, comme on dit, mais que par rapport justement à un groupe de recherche comme celui de Sciences Po, et dont j'ai vu que le cadre est extrêmement traditionnel, au point que dans les réponses qui m'ont été faites, à l'exception d'une, et les questions qui m'étaient posées, c'était donc essentiellement donc, le maintien du système à l'identique. Ce qui apparaît comme les personnes dangereuses, c'est le discours des collapsologues. Et là, la critique qui a été faite est une critique qui est partiellement fondée, à mon sens. C'est de dire, quand la question a été posée de la pandémie à des collapsologues connus, comment intégrez-vous ça dans le déroulement des événements que vous envisagez, que c'est essentiellement un grand silence qui a répondu. Et là, mon sentiment est le suivant, c'est que ces personnes qui parlent d'effondrement, ce n'est pas essentiellement une dystopie, c'est plutôt une utopie. C'est une utopie liée à ces éco-villages dont on nous dit qu'ils auront lieu un jour. Et quand les calculs sont faits, c'est une époque qui demandera quand même qu'un nombre considérable de nos concitoyens ait disparu. J'avais fait un calcul à partir d'un chiffre qu'avait donné Yves Cochet, qui recommandait à chacun de partager, de se retirer sur 6 hectares, comme il l'avait fait avec sa fille. Et j'avais fait un rapide calcul qui, à partir des terres arables, qu'à partir de sa proposition, il faudrait que nous ne soyons pas davantage que 800 millions à la surface de la Terre. Donc, ça demande qu'on élimine pratiquement 90% de la population telle qu'elle existe maintenant. Je crois que là, il ne faut pas demander aux collapsologues d'avoir une représentation de l'effondrement en tant que tel, parce que pour eux, c'est plutôt, je dirais, un événement de type apocalyptique. C'est la venue d'un autre royaume, et cet effondrement n'est pas véritablement représenté dans ses modalités. Ce n'est pas une représentation de type pratique, c'est une représentation du monde d'après, et c'est pour ça, je crois qu'il y a un malentendu. Pour les gens de Sciences Po, les collapsologues sont des gens qui parlent d'une dystopie, alors qu'à leurs propres yeux, ce sont en fait des utopistes. Mais des utopistes, je dirais pas dans un sens péjoratif du mot, mais d'une représentation d'un monde d'après qui serait différent. Et là, ça parlera à certains d'entre vous. Vous vous souvenez de l'expérience quand nous étions allés, notre équipe était allée écouter des transhumanistes à Bruxelles quand ils avaient une grande réunion internationale, et où vous avez eu l'amabilité de me demander, moi en particulier, de faire un exposé. J'ai eu la même expérience, c'était au mois de février, quand il y a eu un grand raout, un grand jamboree des collapsologues qui m'ait demandé de venir dans la même position, c'est-à-dire comme une personne extérieure, mais qu'on aimerait entendre pour qu'il émette une critique par rapport au discours qui est tenu, ce que j'ai fait.
Mais il était clair que ce qui rassemblait l'ensemble de ces personnes, ce n'était pas, je dirais, leur capacité à modéliser le processus d'effondrement, mais à essayer de conceptualiser une vision post-apocalyptique, je dirais, d'après-effondrement, d'un monde qui serait reconstitué essentiellement sur une base en ayant remis tout à plat. On a remis tout à plat, mais ce qui n'empêche pas de l'imaginer. Mais je ne pense pas effectivement qu'on puisse compter véritablement sur eux, soit pour essayer de redresser entièrement la situation par des moyens techniques, soit de penser le processus d'effondrement pour essayer de le mitiger d'une manière ou d'une autre. Ouais. Je crois que j'ai vu apparaître quelques questions. Oui, il y a quelques questions qui sont apparues. Alors, notamment Gilles Roch, d'abord, qui, je crois, voulait prendre la parole, et ensuite Erwan Kefelou. Voilà. D'accord, très bien, merci. Je laisse exprimer, donc. D'accord, c'est gentil, Anne. Gilles? Si Gilles n'est pas prêt, on va demander à Erwan. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Parfaitement, oui. Ok. J'aurais voulu savoir si on pouvait peut-être considérer que la crise du Covid est une crise environnementale, au sens où, mettons, c'est vrai qu'on est beaucoup plus nombreux sur la planète, il y a une superficie donnée, et c'est un peu comme quand on met plus de particules dans un espace clos donné, ça fait un peu, il y a plus de friction, la température augmente, ça fait un peu comme un catalyseur, tout se propage un peu plus rapidement. Est-ce qu'on on pourrait se dire que, de ce point de vue, le Covid pourrait être inclus dans une sorte de crise environnementale, même si au final, au départ, c'est une crise plutôt de santé, mais bon, ça, c'est santé, quoi. J'ai eu l'occasion de poser la question à Gilles Boeuf. Gilles Boeuf, c'est donc un biologiste connu en France. Il a longtemps été à la tête du muséum, le muséum du Jardin des Plantes à Paris. Et lui, il a un nom pour cette hypothèse qui est justement le fait qu'un virus qui se trouve chez un hôte et dont l'hôte a développé des défenses importantes, ce virus il ne faudra pas utiliser des mots comme tenter, etc. Mais ce virus aura l'opportunité de trouver d'autres hôtes qui lui sont plus favorables, où il pourrait se développer plus facilement. Bon. Bien entendu, si on diminue le nombre de candidats possibles à être les récipiendaires de ce virus qui va faire une mutation et va se retrouver ailleurs, bien entendu, si le nombre diminue des candidats, nous, et que nous sommes toujours là, nous sommes un candidat tout à fait de préférence, de même que les vaches et les cochons que nous avons en quantité absolument considérable et qui ne seraient pas là dans des quantités aussi considérables si nous n'étions pas là pour en avoir fait des commensaux avec nous, de même pour les chiens et pour les chats, pour des raisons différentes. On croit qu'on connaît donc le mécanisme même du saut. Donc, on a affaire à un animal, la chauve-souris, qui semble être un animal dont le système immunitaire est d'une résistance tout à fait considérable, qui fait qu'un virus qui se trouve là sur la chauve-souris va essayer va se retrouver en situation de se retrouver ailleurs, sur d'autres animaux, parce que la chauve-souris est un hôte hostile au virus, ne permet pas bien de se développer. Et donc, dans le mécanisme qu'on imagine, donc une transmission au pangolin et puis la transmission du pangolin à nous. Alors là, c'est pas je dirais, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut des marchés d'animaux sauvages où des êtres humains vendent des pangolins qui peuvent se trouver sous les cages dans lesquelles se trouvent des chauves-souris. C'est une configuration tout à fait particulière. Il faut que nous ayons réuni cela, il faut que nous ayons créé une promiscuité entre nous, la chauve-souris et le pangolin. Et ça, bien entendu, dans un environnement naturel, ça ne se produit pas. Pourquoi? Parce que les populations sont dispersées, il y a des grandes distances. Moi, je me souviens d'un voyage en voiture au Congo, et entre deux villages de taille vraiment
très réduite, 50 km entre deux villages de taille très très réduite, donc des espaces qui sont encore très très peu peuplés et où il faut se déplacer de manière, comment dire, organisée pour aller d'un village à l'autre simplement dans des régions comme cela. Il est évident que le processus de transmission ne peut pas se faire de la même manière, ni même le saut d'une espèce à l'autre, il est possible dans le cas du HIV, du sida, qui est élu effectivement dans ce pays-là, en Afrique, par des habitudes alimentaires, des choses de cet ordre-là. Nous mangeons certains animaux, c'est peut-être pas toujours une bonne idée de les manger, vu que ce qui se trouve là, comme ce que nous appelons des microbes chez eux, peuvent se retrouver de fait chez nous. Ce qui a joué, ce qu'on voit jouer, bien entendu, c'est le fait que plus une population est moins une société est en bonne santé, plus elle sera, plus les gens auront un système immunitaire en mauvais état et plus le processus pourra se développer rapidement. Et là, c'est effectivement quelque chose que nous pourrions régler davantage, c'est notre tolérance à des sociétés où la concentration de la richesse est tout à fait extraordinaire. Et ça, vous vous souvenez, c'était un point clé de l'exposé que j'ai fait la fois dernière. Et est-ce qu'on pourrait aussi se demander ou se dire que peut-être c'est un élément de sélection, presque entre guillemets, de sélection naturelle qui aura été réintroduit comme ça dans nos sociétés, parce qu'on se demande parfois, quand on étudie par exemple la théorie de Darwin, etc., on se dit mais quels sont justement ces facteurs de sélection à notre époque donnée? Enfin, c'est vrai que est-ce qu'on a besoin de savoir chasser? Pas vraiment, on a juste besoin d'aller au supermarché. Est-ce qu'on a besoin de développer des aptitudes totalement extraordinaires pour justifier notre survie? Pas forcément. Alors, on se dit, mais quel est donc justement dans nos sociétés actuelles, quels sont les facteurs environnementaux qui joueraient comme des facteurs de sélection? Oui, oui. C'était à mon sens un des apports, et je mentionne souvent son nom, de Jean Pouillon. Jean Pouillon qui est surtout connu pour avoir été la personne qui a organisé pendant beaucoup d'années des grandes revues scientifiques comme L'Homme, une revue de psychanalyse, qui a été un des fondateurs avec un des jeunes autour de Sartre quand ils ont créé les temps modernes. Et il avait cette représentation qui me paraissait très intéressante, qu'il était la seule d'ailleurs à défendre et dont j'étais le seul à mentionner. C'était le fait que la vie en société, que c'était une critique du fonctionnalisme en anthropologie. Le fonctionnalisme réagissait aux visions évolutionnistes en anthropologie qui disaient voilà, il y a des primitifs et ces primitifs sont des sauvages et puis ils peuvent devenir éventuellement des barbares et puis les barbares deviennent des gens civilisés. Une idée donc d'une évolution d'une société à une autre. Et à ça, les fonctionnalistes avaient répondu en disant non, chaque société est un tout qui fonctionne et chaque partie a un sens particulier à l'intérieur de ce tout, même s'il nous paraît difficile à comprendre à première vue. Et à ça, Jean Pouillon, qui avait l'expérience de quelques terrains, m'avait dit, il avait dit à quelques-uns, il ne le disait pas à beaucoup de monde, à mon sens, c'est une mauvaise interprétation. À mon sens, dans les sociétés que j'ai pu voir, et il avait connu des sociétés, si mon souvenir, essentiellement au Tchad et en Éthiopie, le monde autour d'eux est à ce point luxurieux et généreux que énormément d'erreurs dans les interprétations de ce qui se passe ou de la représentation du monde, énormément de choses peuvent être mal comprises et que la société fonctionne convenablement. C'est-à-dire l'idée d'un monde extrêmement généreux vis-à-vis de nous et qui permet à des gens d'avoir des représentations complètement fausses d'un point de vue scientifique par rapport à tout le fonctionnement de la société. Je donne un exemple, les Australiens aborigènes qui considèrent que c'est dans le rêve que le monde est réel et que dans la réalité de tous les jours, c'est un monde de fiction. Il y a moyen pour les sociétés de se développer avec une représentation qui nous paraît extrêmement délicate à entretenir pour la vie de tous les jours. Et je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là que nous... Et c'est essentiellement l'expérience des limites qui nous montre maintenant que tout n'est pas possible. Les limites nous imposent de plus en plus de choses et ces limites, c'est la capacité de charge, c'est l'anthropocène, c'est le fait que nous enfreignons les frontières qu'une espèce a vis-à-vis de son monde pour pouvoir continuer à y vivre. Mais
mais que le monde soit très généreux vis-à-vis de nous. Effectivement, il y a une certaine sélection qui se fait, mais on le voit aussi. Quand nous arrivons, je ne sais pas, au début du XXe siècle, nous sommes encore dans un monde où des sociétés extrêmement différentes se côtoient, où des sociétés où il y a des sociétés d'Amazonie avec très très peu de contact avec le reste du monde, avec des populations australiennes dans des situations matérielles extrêmement réduites, restreintes, très peu d'objets, très peu d'éléments de protection. Le bâton à fuir comme pratiquement seul outil, le boomerang comme seule arme, et ainsi de suite, ou des populations au centre de Bornéo aussi, que nous appelons primitives, je dirais dans ce cas-là à juste titre, primitives au sens où ayant très très peu des choses qui nous paraissent indispensables à nous pour vivre. Donc, l'idée de Pouillon signifie que la sélection naturelle joue très peu en réalité, que la nature est extrêmement généreuse pour nous et généreuse aussi vis-à-vis des erreurs que nous pouvons faire. Ceci dit, c'est de l'ordre de la plaisanterie ces jours derniers, de voir les partisans de Trump tomber comme des mouches dans la pandémie, simplement parce qu'ils refusent l'existence même de cette maladie au niveau conceptuel, ils refusent les gestes barrières, refusent le port du masque, et leur chef de file passant plus ou moins entre les gouttes parce qu'on peut mobiliser tout l'arsenal d'une société pour essayer de le sauver, qui en sort, on verra s'il en sort vraiment, mais qui en sort au moins provisoirement en disant, vous voyez, c'est la preuve que le problème ne se pose pas. Est-ce qu'on peut se poser sérieusement la question d'une certaine sélection qui se fait par rapport à des gens qui auraient un comportement tout à fait anti-adaptatif, si on peut dire, qui va tout à fait à l'encontre de sa propre survie individuelle au niveau des... Il est possible que ces processus aient joué moins justement autrefois, parce que la nature était plus généreuse, parce qu'il n'y avait pas de limite véritablement autour de nous, parce qu'il suffisait effectivement, j'ai vécu dans des endroits en Afrique où il suffisait vraiment effectivement de tendre la main pour avoir à manger. C'est vrai, ça existe aussi. Alors avec l'apparition des limites, il est possible que la sélection se fasse bien davantage maintenant en raison des bornes qui sont mises à nos comportements. Mais là, j'ai fait allusion au départ de l'exposé, est-ce qu'une sélection de ce type-là ne va pas simplement faire que des sociétés extrêmement orientales vont s'en sortir extrêmement bien, alors que non seulement nous en tirions moins bien, mais que nous soyons entraînés éventuellement à utiliser nos arsenaux thermonucléaires pour essayer de régler les conflits entre nous, parce que les conflits bien sûr, s'exacerbent quand les pressions ont lieu autour de nous. Je ne l'ai pas mentionné, mais il y a des analyses qui sont faites de la détérioration de la situation en Syrie au début de la crise, qui est liée véritablement à des problèmes environnementaux. Et nous voyons aussi les crises des émigrés, des migrants, des personnes qui se trouvent à nos frontières parce que le monde derrière eux est en train de se fermer en termes de capacité. Donc, en réponse à votre question, il est possible que des phénomènes de sélection naturelle jouent davantage, ou culturels, jouent davantage à l'avenir qu'elles l'ont fait autrefois. Ce serait la réponse que je vous donnerais. Merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, vous dites un petit peu que la sélection, en fait, c'est déplacé plus sur un plan du comportement, en fait. C'est plus tellement des sélections par des facteurs environnementaux, mais plutôt des décisions de comportement. C'est-à-dire que si on prend la mauvaise décision, on en paiera le prix de manière certaine. Mais je ne sais pas si vous avez assisté au premier exposé dans la série où un intervenant de la salle qui s'appelait Pierre, qui nous disait qu'il était en Chine et nous avait expliqué que le confinement n'était pas venu comme une directive venant d'en haut, mais que c'était la frousse des individus qui avait fait que bien avant que la directive vienne du gouvernement de rester chez soi, les gens étaient déjà chez soi. Et là, il avait donné une raison qui était une raison d'ordre culturel qui m'avait semblé très intéressante au point que je l'avais répété la fois dernière, cette idée qu'il n'y a pas de stigma
attachée, il n'y a pas de honte attachée en Chine au fait d'avoir un comportement prudent et d'avoir un comportement précautionneux aux yeux des autres. Je n'avais jamais pensé à ça, mais ça a attiré mon attention que oui, il existe bien chez nous une sorte d'esprit de bravade, je dirais, qui fait qu'il y a une certaine honte attachée au fait d'avoir un comportement prudent qui est très rapidement interprété par les autres comme étant excessif. Alors que dans des situations de crise comme celle que nous vivons maintenant, il n'y a pas en réalité de comportement prudent qui soit excessif en raison de l'enjeu même qui se trouve en face. Je ne sais pas, voilà, je vous dis ça, j'ai l'impression, il y a d'autres choses auxquelles on peut changer. Est-ce que, et ça je l'ai déjà mentionné, et je l'ai mentionné dans des exposés devant vous à Lille, est-ce que dans les représentations, le fait qu'il y a une vie après la vie, est-ce qu'elle n'a pas un effet parfois démobilisateur par rapport aux urgences qui sont autour de nous? Et que là, le fait que, aussi loin que nous remontons dans l'histoire, nous n'avons pas de traces de véritable religion implantée en Chine au niveau local, véritablement, qui soit autre chose, je dirais, que des croyances à des saints populaires, pas de représentation véritablement eschatologique, pas de représentation d'un monde après celui-ci. Est-ce que ça ne fait pas une différence? Parce qu'on pourrait justement avoir que le comportement prudent et précautionneux soit lié au fait qu'il n'y a pas d'autre chose que la vie ici-bas dans les représentations, et que ça ferait une différence considérable. La plupart des autres pays, des autres cultures ont des représentations d'une vie après la mort. Je suis en train de travailler pour un cours que je donne vendredi sur les représentations des Mexicains, dont on sait maintenant génétiquement qu'ils viennent probablement en grande partie de Chine, de quelque part, mais qui ont des représentations extrêmement religieuses, avec des représentations d'un ciel et d'un enfer qui prédatent, qui est dans le monde précolombien, avec une vie après la mort et des choses de cet ordre-là. Des choses comme ça peuvent, j'ai le sentiment qu'elles peuvent, en arrière-plan, comme les structures familiales dont parle Emmanuel Todd, ou quand il parle du christianisme zombie, le christianisme qui est toujours là chez nous, même si les gens ne vont plus à l'église, même s'ils ne connaissent plus le catéchisme, parce que c'est notre culture, que des choses de cet ordre-là peuvent jouer un rôle, sans doute un rôle essentiel dans nos attitudes vis-à-vis de l'avenir. Paul, peut-être que Gilles Roch veut intervenir parce que je vois qu'il a encore, il a encore intervenu dans le chat, alors je ne sais pas. Et puis sinon, je crois que sinon, s'il n'y a rien d'autre, pas d'autres questions, nous sommes pratiquement à l'heure du finish. Dans quel cas, je vous remercierai. Je remercierai Géraldine, bien sûr, pour toute l'organisation, et je remercie en particulier Anne d'avoir joué le rôle de modératrice dans notre réunion. Et comme je vous l'avais dit la fois dernière, maintenant, il y avait eu j'avais dû faire un saut dans le calendrier, mais ces réunions ont lieu maintenant toutes les semaines, et donc je peux vous retrouver dans une semaine où, si j'ai bon souvenir, nous parlerons davantage de géopolitique avant de parler spécifiquement de la France la fois suivante, et des utopies et des dystopies de manière tout à fait générale, de que faire dans la dernière séance. Merci à vous. Merci. Voilà, au revoir. Au revoir.